Bienvenue sur Freediving Family, le podcast dédié aux amoureux du grand bleu, de l'apnée et des freedivers. Je suis Julien Moreau, éco-aventurier, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, AIDA Master Instructeur, mais je suis surtout comme vous, un amoureux de la communauté apnée, un passionné de l'océan. La Freediving Family, c'est des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics de nos hommes et nos femmes dauphins. Allez, let's go! Pour ce premier épisode de la Freediving Family, j'ai décidé d'inviter Tatiana Mendes, une jeune femme rencontrée pendant les championnats du monde d'apnée profondeur AIDA, sur l'île de Beauté, en Corse. Ce qui a retenu mon attention au premier regard, c'est, tiens, une personne de couleur. C'est rare dans le milieu des compétitions d'apnée internationales. Alors, j'ai fait mes recherches, posé des questions. J'ai trouvé aucune participation de femmes ou d'hommes venant d'Afrique noire à un championnat du monde AIDA ou MAS, indoor ou outdoor. Je suis forcément passé à côté de quelque chose. Et puis, être noir, ça veut dire quoi ? Le continent africain est souvent représenté par l'Afrique du Sud, le Maroc ou l'Égypte. Mais où sont les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Rwandais, les Maliens, les Togolais ? La participation d'une femme noire reste rare, assez pour m'interpeller. Il y a un manque de représentation du continent africain, et je trouve cela dommage pour le développement de notre sport. Je voulais donner la parole à Tatiana, comprendre qui est-elle, quelles sont ses ambitions sportives, ses combats, comment a-t-elle vécu sa première participation à un championnat du monde. Et puis Tatiana, c'est ma future colocatrice. Je vais bientôt la rejoindre à Dahab, sur les bords de la mer Rouge. Alors, ça a du sens pour un podcast qui s'appelle Freediving Family, de l'interviewer. Bonjour Tatiana. Bonjour Julien. Bon, ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi pour ce premier épisode de la Freediving Family. Et j'ai envie de commencer cette interview du tac au tac. Tu ne prends même pas la parole. On fait des flash réponses. C'est le jeu Ok. où tu dois choisir entre deux réponses. Et tu dois répondre le plus rapidement possible. Allez, ça commence. Plus rapidement possible. Ouais. Oh, je suis Chien trop ou chat? Ok. Chien. Plomb de cou ou ceinture? Cou. Chocolat ou fraise? Chocolat. Abdel ou Alexei? Abdel. Allez, dire celle-là. Série ou film? Film. BTV ou Frenzel? Frenzel. Célibataire ou couple? Célibataire. No limite ou variable? Nos limites. Improvisation ou contrôle? Contrôle. Blackout ou tympan percé? Blackout. France ou Cap-Vert? T'as le droit à un joker. Joker. Ah, il est Un- dur celui-là. un seul- Ouais, un il est seul très joker. très dur. Masque ou pince-nez? Pince-nez. Bipalme ou monopalme? Monopale. Le Grand Bleu ou le documentaire The Deepest Braze? Le grand bleu. Pizza ou sushi? Pizza. Ah, la Corse ou Dahab? Dahab. Dahab, ok. Star Wars ou Harry Potter? Ni l'un ni l'autre. Ah, c'est vrai? Oh my Dylan. god. Tu vas choquer des gens là. Désolée. Mais Lord oui, of the Rings. ouais, Le tu Seigneur es des Anneaux. Lord of the Rings, c'est vrai ça. Aimer ou être aimé? Aimer. Ouais. Rosa Parks ou Simone Veil? Rosa Parks. Of course. Rosa Parks. Voilà, ça c'était ce début de podcast avec des questions et des réponses très rapides. Intense tes questions. C'est Intense. pas juste chien et chat. Tatiana, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes et nous dire ce que tu as fait dans le monde de l'apnée récemment? Ok, bon là tu me mets en spot direct. Ok, me présenter. Alors j'ai 37 ans. Je suis française, d'origine capverdienne et ça fait plus de 4 ans maintenant que je fais de l'apnée. Que j'ai commencé à faire de l'apnée. J'ai découvert l'apnée au Mexique, dans les cénotes. Et, euh, et voilà, ça fait à peu près 3 ans que j'organise des retraites d'apnée et des excursions centrées autour de l'apnée, aussi de la spiritualité. J'ai décidé l'an dernier de partir, de changer un petit peu mon chemin d'apnéiste en partant dans la compétition. Et voilà, donc cette année 2024, j'ai fait mes premières compètes. J'en ai fait 3. La première au Mexique, Azul Challenge avec Pranamaya et Julien Borde. La deuxième à Sharm el-Sheikh, à Freediving World. Et la troisième, en Corse, au championnat du monde où on s'est rencontrés. Mais oui, mais c'est là où on s'est rencontrés. Voilà. Et
d'ailleurs, bah, je le dis dans l'intro, là, ça m'avait marqué. J'étais là, tiens, une fille de couleur, une black, dans l'apnée. Et c'était vraiment rare. Ça fait quoi d'être, enfin, c'est un peu cash de poser la question comme ça, mais d'être Un l'une peu. des seules femmes noires au championnat du monde d'apnée. Est-ce que tu as envie de te dire, bah, j'ai envie de représenter les Capverdiens, j'ai envie de représenter la France, il y a un décalage avec les autres, enfin, je sais pas, comment tu le vis? Ben, déjà, moi, quand j'ai commencé à faire de l'apnée, je voyais pas du tout le manque de diversité. Je voyais pas du tout ça. J'étais à fond dans le sport, j'adorais. J'étais vraiment. Donc, c'est en voyageant un petit peu au Mexique et surtout à Baja California que je me suis rendu compte que moi, j'étais un petit peu, on va dire, la seule dans mon genre. Mais ça m'a pas du tout interpellée, en fait, pendant les premières années où je commençais à faire de l'apnée. Je dois dire, c'est vraiment juste quand j'ai commencé ben, à penser aux compétitions que je me suis rendu compte que ben, dans l'histoire des compétitions d'apnée, il n'y avait pas beaucoup de pays d'Afrique, on va dire, représentés ou de personnes, de femmes noires, de personnes de couleur, il y a des personnes de couleur, mais de femmes noires africaines ou de descendance africaine, il y en avait pas vraiment. Après, comment je le vis, ben, je sais pas vraiment comment on peut vivre son identité, tu vois, c'est mon identité, je suis une femme noire, donc je le vis bien. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, j'ai eu quelques remarques. C'est jamais des remarques méchantes, mais c'était ah bah t'es apnéiste ou you don't look like a freediver. Ça on me l'a dit pas mal aussi. Ah ouais, c'est vrai, on t'a souvent Euh, dit, tu ne ressembles pas à un freediver. Ouais, on m'a dit ça parce qu'en fait aussi, j'organise des retraites d'apnée. Enfin, ça fait 3 ans que je fais ça. Et donc, à chaque fois que je me présente comme l'organisatrice ou le host, il y a toujours une petite surprise, tu vois. Mais c'est toujours encourageant. Il n'y a pas de choses négatives. C'est toujours, ah, bah, c'est bien, c'est cool. Et puis récemment, au championnat du monde, j'ai eu une remarque d'une autre apnéiste qui m'a dit, ah, j'étais trop contente de te voir. Quand je suis arrivée parce que voilà, on n'a pas beaucoup de femmes de couleur ou de Ah ben personnes moi de j'ai couleur. pensé exactement la même chose. Et c'est pour ça que tu es Tu la t'es dit, première c'est à qui passer. elle? J'étais, mais merci. Euh, il faut que l'apnée soit. Pour moi, l'apnée, c'est un sport qui représente la paix, qui représente l'amour, qui représente le bien-être. Et il faut que ce sport, il arrive dans tous les pays du monde. Et quand je vois le manque de Mhm. diversité, quand je vois le manque de black, mais je me dis, mais il faut que ça se développe. Et quand je t'ai vu, j'ai fait top, c'est top, ça fait plaisir. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Mais ouais, c'est comment je le vis. Bah, pour moi, c'est ma passion. Je vois pas, enfin, je le voyais pas du moins autrement avant d'être, oui, au championnat du monde. Quand tu es exposé vraiment sur une plateforme aussi grosse que celle-là, tu commences à comprendre l'impact de ton image en fait. Et souvent, on a des stéréotypes un peu sur les blacks, ouais, les blacks qui savent pas nager. Toi, est-ce que ça a été ton cas? Oui, alors ouais, c'est des stéréotypes poussés, mais c'est aussi une réalité, dans le sens où c'est pas, enfin moi de ce que j'ai, de mon expérience et de mon background, c'est pas vraiment dans la culture en fait, les sports, les sports, les water sports, tu vois, il n'y a pas vraiment ça dans notre culture, la culture africaine ou notamment parce que j'ai vécu aux États-Unis aussi pendant 13 ans. Et surtout aux États-Unis, il y a vraiment genre une espèce de, bah, comme tu dis, stéréotype de les Blacks savent pas nager parce que il y a toute une historique de peur de l'océan, par rapport à l'esclavage, par rapport aux bateaux qui emmenaient les esclaves traverser l'Atlantique. Il y a beaucoup d'histoires. Et aussi aux États-Unis, ben, il y avait beaucoup, les piscines n'étaient pas accessibles aux personnes de couleur, comme beaucoup d'autres choses. Donc, il n'y avait pas, on va dire, d'infrastructure pour encourager, on va dire, les sports aquatiques. Et donc voilà, c'est moi, j'ai jamais été encouragée, on va dire, dans mon adolescence ou dans mon enfance à apprendre à nager parce qu'il y avait une espèce de grosse peur autour de ça. Dans la culture capverdienne, Mais on du coup, a. tu as grandi en France, c'est ça? Mhm. Tu as Ouais. grandi où en France? J'ai grandi dans l'Ain, Dans donc l'Ain? dans un tout petit village, enfin une ville qui s'appelle Nantua, entre à 1 heure de Lyon et à 1 heure de Genève.
Ok. pile poil entre les deux. Et même là, à l'école française, t'as pas appris à nager alors? Non, parce que voilà, il y a une espèce de grosse peur en fait dans on va dire dans notre éducation qui vient des histoires du Cap-Vert, Ah ouais, de mais tout ça en c'est fait. que à l'école, ils le proposaient pas ça. Non, on n'avait pas ça. Nous, on avait plus des sports de montagne, VTT ou rugby ou des choses comme ça. Mais on n'était pas, non, pas du tout. Et donc, c'est quand que t'as appris à nager pour devenir Alors, j'ai physio? appris à nager justement après que qu'un de mes amis me dise ouais, mais de toute façon, toi, tu sais pas nager. Enfin, il a complètement comment fait une assumption, je sais pas comment on dit, assuming. Ah, moi, j'aurais halluciné si t'étais ma pote et que tu savais pas nager, hein, je t'aurais emmené à la piscine direct. C'est sûr et certain. Mais c'est pas choquant. Moi, j'ai grandi, enfin, beaucoup de copines, surtout des copines de même origine, ne savent pas nager encore aujourd'hui. Ok, Et donc, j'ai appris, je suis partie c'était quand j'étais en vacances à Los Angeles. Je suis partie avec ma cousine et puis j'ai juste essayé de nager dans une piscine, quoi. Puis c'est tout, c'est comme ça. ok. Et j'avais 24. Donc, la première fois où tu as appris à nager, c'est à 24 ans. Mhm. Et là, à 37 ans, tu es au championnat du monde d'apnée pour représenter le Cap-Vert. Voilà. Ouais. Ça s'est bien passé, ta première plongée au championnat du monde? Ma J'adore question comme est tu poses, vicieuse. j'adore comme tu poses ta question. Non, ça s'est très mal passé. Ben non, j'ai fait, c'était CNF, donc la discipline c'était CNF. Alors, le Premier jour pour CNF, les femmes. c'est la Ouais, le brasse, CNF. on rappelle, Ouais, c'est la brasse. Constant Weight No Fins. Et c'est on descend et on remonte à la force des bras et des jambes sans tirer sur le câble, sans paddle. Voilà, voilà. Qui est une discipline que pas dire je maîtrise pas vraiment, vraiment, mais c'est pas non plus. Voilà, j'avais annoncé quelque chose de très shallow, c'était pas profond, et je me suis dit c'est la première journée, c'était le premier jour, les femmes, enfin toute la pression, et à la grosse surprise de tout le monde, j'ai fait Ouais. un blackout avec une plongée de 23 mètres, Mais qui ouais. est Je pense que vraiment. dans l'histoire dans l'histoire des championnats du monde apnée AIDA, je pense que c'est un des blackouts qui vient les moins profonds. Mais par Ouais, contre, c'est ce que ça veut dire. Enfin, moi, j'étais commentateur sur ce mondial, donc j'ai vu. C'est le stress en fait. mais enfin, ça m'a vraiment montré que j'ai perdu tout moyen enfin, mes nerfs ont lâché, quoi. Je suis de nature très nerveuse. J'aime pas du tout les grosses foules ou le gros public speaking et tout ça. Donc, j'aime pas du tout avoir les yeux sur moi. Et là, c'était entre le monde, le dive-eye, juste la pression. Et puis, comme tu dis, être une personne un peu différente, on va dire. Mhm. Je savais qu'il allait avoir pas mal d'attention et du coup, ça m'a fait complètement paniquer, on va dire. Mhm. Et mon warm-up, mon échauffement était horrible. J'avais envie de vomir. C'était vraiment. Je savais que j'étais stressée, mais je me suis dit, bon, ça, c'est pas quelque chose que tu peux pas faire, donc ça va le faire quand même. Et puis la descente et la remontée étaient très bien. Je me sentais très bien. Je sais pas du tout. Ouais, je sais pas. Quand je suis remontée à la surface, je pense que c'était un trop plein de tout en fait et qui m'a fait perdre connaissance quoi. Donc voilà. Donc un surface blackout Ça émotionnel. fait- Ouais, une petite Ouais. samba. Ok, C'était pas un c'est gros blackout non ouais. plus. C'était une petite perte de conscience, on va dire. Et je me rappelle très bien, je t'ai vu te voir sur le quai. Pour un début de championnat du monde, c'était vraiment une claque. Comment derrière, mentalement, tu t'es remobilisé? Comment tu as repris confiance? Moi, je vis les émotions assez. Euh, Enfin, je me cache pas. Donc oui, ça a été une journée très dure. Il y a eu des grosses larmes et voilà, j'étais très déçue de cette première performance, on va dire. Donc, mais je pense que c'était une bonne chose aussi pour recentrer un petit peu le pourquoi de cette compétition, tous les enjeux en fait qui finalement n'étaient pas là. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. J'étais là, je participe et voilà, ça fait partie de l'expérience en fait. Donc j'ai une conversation avec mon frère qui est un peu comme mon mentor
Et il m'a dit, écoute, si tu ne fais pas confiance, au moins fais confiance à Dieu, fais confiance à quelque chose qui est au-dessus de toi, essaie de comprendre pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi tu fais ce que tu fais, et puis let go de tout ce qu'il y a autour de ça, quoi. Ok. Et, et pour moi, c'était comme un déclic. Je me suis dit, bah écoute, je suis là pour profiter. Peu importe, peu importe les résultats, je suis arrivée jusqu'ici, surtout après une année assez dure que j'ai eue. Je me suis dit, je suis là, je suis présente. Donc voilà, j'ai complètement laissé, je suis partie dans le laisser aller, de me dire, OK, peu importe ce qui se passe. Ces dernières années, on va dire que j'ai toute ma vie un peu, je l'ai été guidée par une force. Pour moi, c'est ma spiritualité. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté ma carrière, que je suis partie dans l'apnée, que j'ai commencé, que j'ai suivi un peu mon instinct. Et puis, en fait, ces mois d'entraînement que j'avais eu à Dahab, j'étais vraiment dans le mode athlète et technique et ci et ça et PB et profondeur. Et en fait, j'avais oublié tout cet aspect d'inspiration, en fait, d'âme euh, qui me guide dans toute ma vie. Et en fait, il fallait juste que je me réaligne, on va dire. Et puis, ouais, et puis après, ça m'a donné les autres plongées ont été complètement différentes. Ouais. Les sensations, même. Et puis, je crois même que ces plongées, tu as eu des records nationaux pour le Cap-Vert. Oui, du coup, j'ai battu mes propres records. Ouais. Et toutes les plongées étaient vraiment, vraiment agréables. Et ça, pour moi, c'était le plus important. J'ai eu Ouais. des superbes sensations, même s'il y avait le froid. Mais bizarrement, cette anxiété, cette peur, eh ben, c'était transformé en moteur pour pousser un peu plus loin, pour partir un peu plus haut, en fait. Euh, et voilà, ouais, c'était vraiment des belles plongées. Comment tu as géré tu as peut-être eu une sensation de manque de légitimité pour représenter le Cap-Vert parce que tu as vécu en France. Est-ce que tu étais fier? Est-ce que les Cap-Verdiens t'ont soutenu? Est-ce que les Français t'ont fait des remarques? Parce qu'il y a un peu une situation mais de quel pays je représente, d'où je viens, comment tu as vécu ça? L'idée est venue, moi j'ai jamais pensé à faire de compétition parce que à la base, oui, je suis française, je suis née en France et j'avais à l'époque, l'an dernier, j'avais deux passeports, le passeport français et le passeport américain. Donc jamais dans ma tête j'avais eu l'idée de faire la compétition ou voilà. Et en fait, quand l'idée est venue, j'ai regardé pour faire des démarches. L'idée est venue en discussion entre amis. Oui, il n'y a pas de record au Cap-Vert, peut-être que, blablabla. Donc, j'ai commencé à regarder, mais j'avais, comme tu dis, ce sentiment d'un peu de imposter. Je me disais, Hmm. oui, mais je suis pas née là-bas, j'ai pas vécu là-bas, du moins à plein temps. Donc, est-ce que c'est vraiment faire une bonne chose, on va dire? Donc, j'étais un peu dans le conflit. Et puis, quand je suis partie au consulat pour faire les démarches, pour voir du moins c'était quoi les démarches pour avoir la nationalité capverdienne, la personne en face de moi m'a dit, ben, écoutez, vous êtes déjà capverdienne, vous avez déjà cette nationalité depuis quasiment toute votre vie. Ah, c'est génial. Donc, donc de là, pour moi, c'était comme un signe et une évidence en me disant, je ne vole rien, on Hmm. m'a déjà donné cette nationalité, on m'a naturalisé quand j'étais bébé. Donc, du coup, ça m'a donné un petit peu plus de motivation à poursuivre ce projet et puis Parce que faire les tes parents premiers. sont du Cap-Vert, c'est ça? Ils sont nés au Cap-Vert. Ouais, voilà. Et ils Ils sont sont venus en nés, France. voilà, ils sont nés en France dans les années 80. Donc voilà, donc j'étais un peu plus confiante, on va dire. Ensuite, ben, je suis très fière d'être capverdienne. Tout ça, c'est une fierté que j'ai eue toute ma vie. J'ai grandi avec une grosse population de Cap-Verdiens. Je veux dire, j'ai grandi dans la culture, on va dire. Et donc, la particularité du Cap-Vert, c'est que c'est un pays tout petit, mais qui a une énorme diaspora, parce que c'était les premiers Africains à partir vivre aux États-Unis, qui a une grosse émigration. Donc, du coup, il y a vraiment beaucoup de Cap-Verdiens partout dans le monde. Et il y a une chose qui fait
qu'on on est tous soudés, c'est qu'on est tous capverdiens, quoi. On a tous, peu importe où on est dans le monde. Donc, de la communauté, j'ai eu bien sûr que des bonnes choses, que des encouragements, enfin, des messages très, très beaux. J'ai connecté avec le ministère de la Culture et le ministère des Sports qui était vraiment, enfin, il me disait on a les larmes aux yeux, quoi. Donc, ça, c'était encore plus un boost parce qu'en fait, c'est comme si je redonnais en fait au pays d'où je viens, entre guillemets, et où je reconnectais avec ce pays que je ne connais pas vraiment, vraiment. Et voilà, donc non, en général, ça a été très, très, très positif. Après, j'ai pas eu vraiment de critique. J'ai eu une critique d'une personne. Sur le niveau de tes records nationaux, c'est ça? Non, sur le fait que je sois française, que je sois pas capverdienne et que je n'ai pas Ouais. eu à faire de sélection pour faire le championnat du monde parce que je suis la seule de mon pays et que du coup, bah, par rapport à mon niveau, c'est pas, voilà, on va dire un peu facile par rapport à d'autres athlètes qui, eux, sont Aujourd'hui, athlètes ton record personnel de profondeur, il est à combien? 56. 56. C'est quand même énorme. Ouais. Faut que tu sois fier de ça. C'est pas tout le Bah monde ouais, sur Terre qui va à 56 mètres de profondeur sans respirer. oui, moi je suis contente. Après, voilà, je peux pas non plus contrôler ce que les gens pensent, surtout dans l'apnée, et leur propre expérience, leur expérience personnelle. Donc voilà, Et dans toute cette démarche de représenter le Cap-Vert, ta famille, elle était à fond avec toi? ça dépend qui quand on dit la famille. La famille directe, après j'ai une grande famille, donc oui, j'ai eu beaucoup de support, mais on va dire, pour ce qui est des parents, il y avait toujours cette peur, je comprends pas pourquoi tu fais ce sport. Non, c'est pas quelque chose qui est encouragé, on va dire, de risquer sa vie ou pour eux, de faire des choses dangereuses. Pas du tout encouragé. Donc non, c'est pas quelque chose Ok. qui m'a encouragé à faire. Bon, on a eu des conversations assez sérieuses là. Je te propose qu'on passe sur le jeu du tu préfères. Est-ce que tu préfères réaliser ton rêve ou ne jamais le réaliser, mais être millionnaire? Je sais pas. Honnêtement, il y a beaucoup de choses que je voulais faire dans ma vie que j'ai faites. Donc, je suis assez contente, on va dire, de mon parcours. Je sais pas si j'ai vraiment un grand rêve à réaliser. Écoute, c'est peut-être triste, mais je sais pas si j'ai un grand, grand rêve. Non, je pense que je suis arrivée assez proche des rêves que j'avais. Peut-être pas, mais j'ai beaucoup voyagé, j'ai accompli certaines choses de ma vie. Euh, donc, ouais, peut-être un rêve, oui, peut-être à la 100 mètres, mais c'est pas un rêve. Voilà, ça définit pas ma vie, en fait. Il n'y a pas de rêve qui définisse ma vie maintenant, donc Ok. Il n'y a pas de rêve qui définisse ta vie maintenant. Donc non. c'est plus you go with the flow et ta foi, comme tu disais, tu suis ce déclic Voilà, que tu as eu. voilà. Eh ben, honnêtement, comme j'ai dit, c'est peut-être, j'ai pris beaucoup de risques dans ma vie. J'ai échoué énormément et j'ai osé et je suis assez contente. Enfin, aujourd'hui, à mon âge, à 37 ans, je pense que j'ai une vie assez remplie. Pas que de bonnes choses, au contraire. De choses très, très dures et de choses que j'ai surmontées. Donc, ouais, aujourd'hui, j'ai absolument aucun regret sur toute ma vie. Et je pense que c'est une bonne, un bon endroit, on va dire, même si, voilà, c'est pas tous les jours beau, au contraire. Mais si je devrais mourir demain, pour ne pas être trop, Ouais. eh Tu n'as ben, aucun regret. mais là, je pense que je serais quand même contente de ce petit bout de vie, en fait, que j'ai vécu, parce que je pense que je l'ai vécu de manière la plus vraie possible, avec toutes les tragédies et toutes les belles choses, quoi. Donc, ça a été très intense pendant Hmm. 37 ans. Mais ouais, si je devais mourir demain, je pense que je serais contente de cette expérience. Donc ça, c'est une belle réponse. Pas de regret. Non. Quel a été ton plus grand échec? Plus grand échec sans rentrer dans les détails, c'est avoir perdu contrôle en fait de moi-même il y a 5 ans. Mais c'est cette perte de contrôle qui a complètement changé la trajectoire de ma vie et qui a fait que j'ai eu des motivations pour rediriger en fait
Parce que Donc, tu avais une carrière à New York, c'est ça? ouais, j'habitais à New York. J'habitais à New York, donc j'ai tout quitté en 2021. Et donc voilà, donc ce serait peut-être ça, avoir perdu le contrôle de moi-même complètement. Et en fait, quand je regarde ce moment tragique de ma vie, je me rends compte, bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de faire ce que je fais et que j'ai eu la force de faire tout ce que je fais, en fait. Donc voilà. Donc en fait, on est riche de nos misères. C'est Complètement, riche complètement. de Moi, nos je misères. suis une grosse. Je pense beaucoup que toutes les tragédies dans une vie sont en fait pas des bénédictions, mais ce sont des choses qui sont importantes pour pouvoir évoluer, en fait. Tu préfères rester toute ta vie sur 50 mètres de profondeur et ne jamais te blesser, ou faire un squeeze pulmonaire tous les 2 ans, mais aller jusqu'à 100 mètres et plus. Ouh, ça va faire des fâchés. Ouais, non, je reste pas à 50 mètres. Non, on stagne pas. On va toujours, on pousse toujours un peu plus. Donc oui, je prendrai les blessures. Quelle est ta prochaine compétition, Tatiana? Je me tâte encore, mais je pense que je vais faire, c'est quoi? Egyptian Nationals. C'est une compétition de piscine ici à Dahab, fin novembre. Ce sera ma première compétition de piscine, donc de premier record encore. Même si c'est pas centré sur ça, mais c'est ma Oui, première parce que expérience en il piscine. y a pas de record capverdien AIDA. Non, non, il y en a aucun, il y en a aucun. Et Enfin, il y 10 en ans, c'est avait vraiment aucun. un record, quoi. Donc là, je m'entraîne en piscine et j'adore vraiment l'entraînement en piscine. C'est d'autres sensations, mais ouais, j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais faire cette compétition. Et est-ce que tu Et parles avec d'autres femmes capverdiennes? Est-ce que tu as inspiré d'autres femmes capverdiennes à dire, bah, tiens, pourquoi pas, je m'essaierai à l'apnée? euh, oui, il y en a beaucoup qui veulent. Bah, d'ailleurs, c'est un de mes projets, c'est d'aller au Cap-Vert et de peut-être soit faire une retraite, workshop ou un stage avec des locaux, soit carrément ouvrir une école d'apnée. Enfin, après, ça, c'est dans le futur très, très lointain. Mais oui, c'est un de mes projets d'inspirer les Capverdiens à se lancer dans le sport. Ok. Ouais. J'ai plein de questions pour toi, Tatiana. Et Mais on a le temps, là, on en a. Ça va être un podcast de 3 heures. ben, c'est l'idée. Je veux faire des podcasts longs où on rentre vraiment dans les sujets. Ok. Et, j'avais envie de revenir sur la peur du jugement, la peur du regard des autres, parce que ça, c'est quelque chose qui peut limiter souvent les gens dans leur ambition, dans leurs projets. Ils n'osent pas se lancer. On a pu le voir, le fait qu'il y ait le dive ice, que les gens te regardent sur ta première plongée au championnat du monde, ça te stressait. Est-ce que le jugement des autres et le regard, c'est quelque chose qui t'a déjà limité? Complètement. On va dire, même de nature, je suis vierge, donc de signe astrologique. Et du coup, c'est un des traits, c'est d'être perfectionniste, de toujours montrer le bon côté. Donc, ouais, j'ai grandi comme ça, en fait. Et j'étais souvent première, deuxième de la classe. J'avais toujours un peu peur du jugement. Mais justement, cette expérience du premier blackout, pour moi, ça a été vraiment. Je savais qu'il fallait que je passe par ça parce que c'est quelque chose que j'avais toute ma vie, en fait, avec moi. Et je me suis rendu compte bah, que j'étais la seule à me juger. J'étais la seule à juger, en fait, et quelque chose et de penser que c'était aussi dramatique et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte bah, que c'était pas parce que j'avais un échec public ou que les gens me voyaient d'une certaine manière que je perdais la valeur enfin, la valeur que j'ai, quoi. Et donc je pense que c'est bien pour les gens qui ont peur d'être jugés ou qui ont un manque de confiance en eux, de justement de se mettre dans ces situations. C'est l'opposé, c'est un peu la torture, mais au moins il y a quelque chose qui se déclenche à l'intérieur de nous-mêmes et on se dit, bah finalement, voilà, je suis pas morte, quoi. Ou alors, au contraire, ça me donne encore plus de liberté pour être moi-même. C'est que, ben, voilà, j'ai rien à prouver, en fait. Et tu aurais un conseil à donner à un jeune homme, à une jeune femme qui écouterait ce podcast pour se libérer davantage de la peur du regard des autres? Avec entraînement, poussez-vous toujours à faire des choses que vous voulez pas faire. C'est vrai ça. Si tu te pousses toujours dans des situations inconfortables au fur et à mesure,
et ben, tu commences à lâcher prise, en fait. Mm. Donc, euh, donc voilà, de faire les choses dont ils ont le plus peur et qui Ouais. redoutent le plus. Est-ce que tu as une citation préférée? Moi, je suis la reine des citations. J'adore les J'adore les citations citations. pareilles. Si tu vois mon Instagram, il y a que ça. J'adore parce que c'est dire beaucoup de choses avec très peu de mots. Et c'est aussi, ça laisse une liberté à l'interprétation pour chacun. Donc, j'adore les citations. Et puis, des fois, je me dis, t'entends une citation, puis c'est comme si tu lisais un livre, en fait. Ça te donne tellement de, de petits cadeaux, en fait. Mais une que j'adore, c'est bon, alors, c'est une citation de Rumi. En anglais, c'est The wound is where the light enters you. Ce qui veut dire la blessure est là où la lumière rentre. Après, chacun peut interpréter ça comme ils le veulent dans leur vie. Mais pour moi, c'est ça, c'est là où tu as eu le plus mal, finalement, c'est là où tu trouves tous tes cadeaux, en fait. C'est là où tu te retrouves, là où tu te comprends mieux. Enfin, je sais pas. Il y a plein de. On en revient à la citation que j'ai dit tout à l'heure. On est riche aussi de nos misères. Voilà. Je l'aime beaucoup celle-là. Moi, ce que j'aime, par exemple, dans la profondeur, c'est qu'on peut pas tricher. Il n'y a pas de triche. Enfin, Bah, il y a pas de route de sortie, tu vois. C'est ouais, genre, tu t'es committed, en fait. Je trouve que, ouais, tu sais que t'as pas le choix, en fait. ouais. C'est peut-être ça. Parce que il- c'est là où tu vois un peu ben, leur force et nos faiblesses et vice-versa. C'est que quand tu sais que tu peux respirer aussi vite, ben, il y en a qui font le choix de remonter, comme moi, par exemple. Et puis, quand t'as pas le choix, bah, c'est là où tu es le plus fort parce que tu te dis, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, je sais pas. Là, c'est quelque chose, moi, qui m'hallucine à chaque fois enfin, d'essayer de comprendre les mentalités des gens qui s'envoient en profondeur. Parce que c'est quand même un jeu particulier. C'est un des seuls sports au monde où on se prive d'une fonction vitale, celle de s'oxygéner. Et où on Mm. se met, mais tellement loin de la surface. Et je me suis toujours dit que les gens qui faisaient ça, c'est peut-être des gens qui sont en quête de vérité, d'authenticité, de... Enfin voilà, je sais pas comment toi tu le vois. Bah, complètement. Moi, je sais que c'est au moment où j'ai changé ma relation avec la mort, en fait, que je me sentais le plus libre. Donc, pour moi, l'apnée, c'est ça un peu. C'est pas jouer avec la mort, mais t'es on edge, en fait. Donc, c'est là où peut-être en pensant que tu es plus proche de la mort, bah, tu ressens le plus ou tu vis le plus. Et ça te donne, je pense qu'aussi que ça doit déclencher certaines parties de ton cerveau que tu n'utilises pas quand tu es bah, dans la vie de tous les jours, mais que quand tu es dans cet environnement un petit peu de survie, je pense qu'il y a des instincts qui reviennent, qui sont très humains et qui font que ben, tu connectes un peu plus avec, je sais pas, ton instinct primitif. Et ouais, pour moi, c'est ça. C'est plus plus t'es proche, pas plus t'es proche de la mort, mais moins tu t'accroches à la vie, plus tu te sens libre de vivre. Pour moi, c'est ça. Hmm. Et l'apnée, pour moi, c'est cette pratique, en fait. Euh, et encore une fois, je dis pas qu'on joue avec la mort, mais quand tu arrêtes de respirer, il y a quand même, tu vois, tu peux pas Ouais. arrêter pour toujours, quoi. C'est pas comme quand tu fais du sport et que c'est au niveau de ta force ou tes muscles ou d'autres. Non, l'apnée, c'est vraiment, vraiment différent. Hmm. Moi, je trouve que la communauté apnée, tu vois, c'est une communauté ultra vivante. Dans le sens où je nous trouve, enfin, surtout à Dahab, où on célèbre beaucoup la vie. Donc peut-être qu'il y a un lien avec le fait pas de jouer avec la mort, mais enfin, je sais pas pour toi, mais sur les bouées, sur les câbles, on vit des moments intenses et vrais. Il y a souvent des liens très forts qui se créent avec les gens. Je sais pas si tu as un souvenir comme ça ou une amitié qui s'est créée ou des souvenirs mémorables de plongée partagée. Pff, tout le temps, tout le temps. Enfin, moi, je trouve que
pratiquer l'apnée avec quelqu'un, c'est avoir une espèce de connexion intime parce que surtout quand tu es avec des buddies ou un instructeur, tu es responsable un petit peu de leur vie et vice-versa. Donc, il y a une espèce de confiance qui se met on se fait confiance, on a un pacte, tu vois, Ouais. quand on est sur la bouée ensemble. Donc, voilà, c'est différent de faire ça avec, tu vois, quand tu connais pas quelqu'un, que tu fais ce pacte avec eux, il y a une espèce ouais, de confiance qui n'est pas dans peut-être d'autres sports. Ouais. Moi, je trouve que c'est très intime parce que voilà, sans parler, des fois, bah, tu montres tes émotions quand tu n'arrives pas à descendre, quand tu as un mauvais jour, pour moi, c'est se mettre à nu, en fait. Ouais. Et, Il y a une forme de après, thérapie, je trouve, avec l'apnée. ouais, complètement. Et après, pour moi, c'est quand tu remontes à la surface, c'est cette première bouffée d'air qui est comme renaître, en fait. C'est une espèce d'euphorie. Moi, j'adore rire quand je remonte. Quand je fais une bonne plongée, je remonte, c'est les éclats de rire parce que je sais pas, ouais, c'est une euphorie, en fait. Euh, mais il y a que, en même temps, c'est une communauté assez petite, on va dire, par rapport au reste, à la diversité des autres sports et je pense qu'on se comprend tous de cette manière-là, en fait. Hmm. On sait pourquoi on fait ça. On sait pas trop, on est tous connectés par la même sensation, je pense. Et est-ce que ça te fait ça des fois, toi aussi? Moi, il y a des gens à terre, c'est vraiment mes potes. Et dans l'eau, la connexion ne passe pas. Et parfois, j'ai des gens dans l'eau, c'est fluide, il y a la confiance. Et à terre, pourtant, c'est pas forcément mes potes. Est-ce que tu as déjà eu des gens où ça connecte dans l'eau comme si on était deux animaux, mais à terre, ça fonctionne plus? Euh, Honnêtement, non. Bah, dans le sens où j'ai jamais vraiment analysé cette relation avec d'autres personnes dans l'eau et à terre. Mais par contre, on m'a fait une remarque. Il y avait quelqu'un qui était venu me voir, un ami qui était venu me voir. On s'est connus sur les réseaux sociaux et il était venu me voir au Mexique justement pour plonger avec moi. Et en fait, il a été déçu parce qu'il m'a dit ta personnalité à l'extérieur est vraiment différente de ta personnalité dans l'eau. Dans le sens où il me disait que je connectais pas avec le reste. Et en fait, pour moi, c'est quand je suis dans l'eau, je suis connectée avec moi-même, avec les éléments et peut-être que j'oublie ce qu'il y a autour. Donc, je cherche pas cette connexion en particulier avec d'autres personnes, mais je la recherche plus de façon personnelle ou alors avec les éléments. Donc Ouais. ouais, je sais pas. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, par exemple, comme quand je suis instructeur, quand j'ai des élèves, eh ben, il y a aussi la possibilité de devenir ami. Et ce lien qui se crée, ce lien de confiance sous l'eau, ces moments partagés, ces PB, c'est, c'est des moments, je trouve, tellement forts et intenses que, ouais, tu peux connecter à l'humain très rapidement. Je sais pas pour toi Mm. si t'as j'ai vu ça sur des bouées, mais des gens qui explosent de joie, des gens qui explosent de colère, des gens qui fondent en larmes. Enfin bref, c'est un sport extrêmement particulier, quand même. Mm. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, moi, ça m'est arrivé personnellement de fondre en larmes pendant des entraînements, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et est-ce que Donc, toi, par exemple, moi, quand je sais que je me lance pour un PB, je fais attention aux gens qui sont là. Par exemple, je sais, j'aurais pu battre mon record à Bora Bora avec quelqu'un et je ne voulais pas le partager avec cette personne. J'ai attendu que deux amis soient là pour ce moment se l'offrir comme un cadeau. hmm, Est-ce que tu as déjà pensé des choses comme ça? non. Mais en même temps, je pense que mon parcours d'apnéiste est beaucoup plus court que le tien, dans le sens où ben, moi, j'ai toujours plongé pour le plaisir. J'ai toujours plongé entre, ben, soit pendant mes retraites, soit avec des copines. Donc, il y avait pas d'attente de PB. Donc, pour moi, c'est très, très. Enfin, je veux dire, ma carrière d'athlète, elle est tout, c'est bébé, quoi. Donc, on va dire, ces 3 derniers mois, j'ai été
Non, il fallait aussi, j'avais aussi ce but de la compétition, donc il fallait que je fasse des PB. Je pensais pas avec qui j'avais envie de partager ça. Ok, J'avais envie. Pour moi, c'était juste, j'étais dans le tunnel de non, il faut que je fasse ça pour pouvoir arriver à ça. Donc, non, pas pour l'instant. Après, peut-être dans le futur, j'espère. ok. Euh, Moi, ce qui m'a amené à faire de l'apnée, je pense, c'est le film Le Grand Bleu de Luc Besson, qui est sorti en fin Mm. 88, qui est un film qui est extrêmement connu, qui raconte l'histoire de Jacques Mayol et Enzo Mallorca, enfin Enzo Molinari, qui est une fiction, qui ressemble à une fable, à à une poésie pour moi. Est-ce que ce film a eu un impact dans ta jeunesse et enfin, quel a été l'impact du Grand Bleu sur toi en tant qu'apnéiste? Alors, je t'avoue que bon, je connais le Grand Bleu comme tout le monde. Ça n'a pas fait autant d'impact. Enfin, quand j'étais jeune, pas vraiment, on va dire. Et c'est quand j'ai commencé à faire de l'apnée, tout ça, que j'ai visité le film, j'ai re-regardé le film. Il y a par contre, la musique. La musique, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Euh, c'est le son des baleines, en fait. C'est ce son-là, bah, la chanson un peu iconique, tu vois, du film. Pour moi, ça, c'est comme une berceuse. Et c'est vrai que c'est connu justement par ce son. Donc, plus ça que l'histoire. Après, j'ai re-regardé le film quand j'étais adulte et c'est vrai que bah, c'est un film assez complexe qui pour moi est très triste en même temps, tu vois. Donc, Bah, c'est une forme de je sais, suicide. ouais, voilà, j'ai un peu des sentiments partagés par rapport à ce film parce que je le trouve mélancolique et triste en fait. Donc, ouais, donc voilà. Ok. Qui est à l'opposé au final de ce qu'on attend de l'apnée. Un petit peu, ouais, un petit peu. Parce que, je sais pas, on fait toujours le choix de remonter, de retourner à la surface, Hmm. Le tu choix de vois. la vie. Donc, comment? Le choix de la vie. Exactement. Avant de faire ce podcast, je suis allé sur Internet et j'ai regardé plein de types de questions drôles. J'ai regardé les questions loufoques qui ont été posées en entretien d'embauche. Donc, je vais te poser deux Hum. questions complètement décalées qui ont réellement été posées en entretien d'embauche dans des grandes Ah, sociétés mon Dieu. américaines. Alors, si vous pouviez être quelqu'un d'autre, qui serais-tu? Quelqu'un d'autre. Ouais. Ah, ah, il y en a tellement. Euh, Mohamed Ali. C'est vrai? Ah, tu serais Mohamed Ali. Ouais. Ouais. Ah, pourquoi? Je sais pas la confiance qu'il avait en lui-même. Je sais pas. Je, ouais, je trouve que c'est un géant en fait. Enfin que c'était un géant. Donc Ok. j'aurais beaucoup aimé avoir cette espèce d'assurance et de confiance et de foi Mais je qu'il pense avait. que tu es quelqu'un qui a confiance en toi. Tu dirais que tu as confiance en toi? Ou que parfois tu portes un masque? Je pense qu'on a tous des faiblesses. C'est, je pense que j'apprends à avoir confiance en moi et que plus les années passent, plus j'ai confiance en moi. Mais je pense j'ai toujours, moi, j'ai toujours des faiblesses en fait. J'ai un rapport avec moi-même qui est assez complexe. Donc, euh, ouais. Hmm. Et l'apnée, ça t'aide à améliorer ses rapports avec toi-même? Ça, ça m'aide à voir à l'intérieur de moi, donc de moi-même. Donc, c'est comme un miroir. Et puis après, c'est à toi de décider si tu veux travailler les choses que tu vois Hmm. ou pas. Donc, Ok. on va dire, c'est un outil pour pouvoir, pour me dire, ah, ok, bon, bah, là, il y a ça qui va ou il y a ça qui va pas ou machin. Parce que dans la pratique, pas que juste dans l'apnée, retenir sa respiration et descendre, non, en pré-training ou post-training, les sensations que j'ai, comment je me sens par rapport à un training qui s'est très très mal passé ou j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs, comment je gère cette situation avec moi-même, est-ce que j'ai de la compassion, est-ce que j'ai du jugement, en fait, c'est tout ça. Ok. Donc l'apnée, toujours un outil d'auto-analyse et de bien-être au final. Qui t'inspire le plus chez nos apnéistes francophones? Bon, déjà, je voulais dire que je vais te remercier de m'avoir choisi pour ton podcast parce que déjà d'une, je pense que je suis vraiment, comme je t'ai dit, un bébé dans l'apnée et
surtout dans le monde, on va dire, professionnel de l'apnée. Donc, merci de m'avoir choisi. Bah, je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Et puis, c'est pas la profondeur et les performances qui comptent. Je pense que c'est plus le parcours humain qui m'intéresse. Je dois dire que j'étais vraiment contente et heureuse de rencontrer Sydney. Je suis une fan de Sydney. Sydney parce que... Alors, c'est qui Sydney? Sydney Régis? Sydney Régis, oui. Ouais, Sydney Euh, Régis, membre de l'équipe de France, Aïda. ouais, parce que je trouve que... Parce que voilà, pour moi, bon, déjà, il est afro-descendant, caribéen, tout ça. Donc, j'étais contente de voir quelqu'un qui pourrait être mon cousin ou qui me ressemble. Donc, c'était cool de le rencontrer. Je ne connaissais pas du tout avant l'an dernier. Et puis après, au-delà de ça, on a eu des conversations qui étaient super intéressantes, où j'ai beaucoup connecté avec sa personnalité, avec son humilité, son art aussi. C'est un superbe artiste, sa sensibilité. Je trouve que pour moi, il rayonne vraiment dans tout ce qu'il fait. Et il a beaucoup de carrière. Il est artiste, il est apnéiste, il est prof. Et voilà, c'est quelqu'un que j'admire et que j'étais vraiment contente de rencontrer. Donc, ouais, je dirais Sydney. Ok. Super. Bah, on arrive vers la fin de ce podcast, Tatiana. Euh, Est-ce que veux conclure ce podcast avec une dernière citation? Une autre citation. J'ai un t-shirt qui dit Fuck small talk. Voilà, fuck small talk. Allez toujours dans la profondeur. Allez toujours deep, que ce soit dans vos conversations, dans vos interactions avec les gens, dans vos relations. Il faut toujours, faut jamais rester en surface. Pour moi, c'est ça. Il faut toujours aller dans la profondeur. Il faut pas avoir peur de la profondeur, peu importe ce que ça représente. Fuck small talk. On ne pouvait pas avoir une citation plus parfaite pour terminer ce premier épisode de la Freediving Family avec Tatiana Mendes. Merci à toi et Merci beaucoup. je te dis à bientôt. On se retrouve en... Ouais. Et bonne chance pour ce freediving podcast, enfin en français. Et ouais, je te souhaite plein d'invités, plein de rires, plein de pleurs, plein de belles choses, parce que ça, c'est des choses qui seront ancrées, enregistrées et qui vont beaucoup servir, je pense, à beaucoup de personnes. Bah, je Donc l'espère en voilà. tout cas. Et bah, comme on dit à Cool. Bora Bora, Maolulu. Ok, cool. Merci à toi. Allez, et on se voit bientôt On se voit normalement. bientôt. Des gros bisous. À Dahab. Ok. Salut, bye. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la Freediving Family, le podcast 100% apnée et 100% francophone. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de noter le podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci à Audrey du podcast La Tête en Mer et aux membres de l'équipe de France Aïda pour l'inspiration. Merci à Louise Océane pour les conseils techniques. Merci à Abdelatif Alouache et toute l'équipe corse pour l'esprit de solidarité, de bienveillance qu'ils ont mis pendant la saison. Et surtout, merci à vous pour l'écoute de ce premier épisode de la Freediving Family. On se retrouve bientôt. Ciao.